Bienvenue dans cette nouvelle édition de French Web Business. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment réussir à se positionner sur Internet. Alors, on a l'impression que ça pourrait être une discussion des années 95. En 2021, ça l'est toujours d'autant plus que on voit apparaître de nouveaux réseaux sociaux qui imposent à chacune des marques, de nos marques, de travailler d'une manière très fine justement sur cette présence. Et on est avec Rémi Bindayan de DataCheck pour échanger sur le sujet. Bonjour Rémi. Bonjour, ça va? Alors Rémi, bonne année déjà Bonne année. à toute l'équipe de DataCheck. Merci. C'est une question qui est encore plus d'actualité en 2021 justement, de travailler sur son positionnement, sa présence sur Internet et les réseaux sociaux. Oui, c'est une question qui est de plus en plus d'actualité parce que le Covid a forcé les entreprises à se digitaliser et donc du coup à trouver d'autres moyens pour communiquer que les moyens offline, que la radio, la télé, surtout la publicité outdoor, donc dans les rues, etc. Et donc les sociétés ont dû être obligées à devoir communiquer en ligne et à faire ces transitions. Donc il y en avait certaines qui avaient déjà fait le pas et d'autres qui du coup ont dû le faire obligatoirement. Donc oui, clairement c'est une suggestion. En 2021, ça a été un facteur de développement très fort pour vous. Il y a eu énormément d'entreprises, entre guillemets, néo-accédants ou primo-accédants qui sont venus vous voir en disant on a besoin de renforcer notre présence. Clairement, on a eu des entreprises qui sont venues nous voir et qui n'avaient jamais fait de publicité avant en ligne et qui du coup démarraient sur les différents réseaux. Et donc du coup qui sont venus nous voir en nous disant je ne sais pas du tout comment faire, j'ai pas de méthode, je ne sais pas par où commencer, mais je sais qu'il faut que j'y sois parce que aujourd'hui en 2022 c'est une nécessité et d'autant plus avec ce qui arrive en ce moment. Donc oui, on a vu ces entreprises-là dont on n'avait jamais entendu parler avant et qui sont venues nous voir. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le mot publicité, puisque après tout le monde savait que monter son site sur Internet, c'est prêcher dans le désert, mais néanmoins, en maîtrisant un petit peu le SEO, donc son référencement naturel, on réussissait à trouver de bonnes positions. Aujourd'hui, communiquer de manière en paid, c'est-à-dire acheter de la publicité sur Google, sur Facebook, sur différents réseaux sociaux, c'est un impératif pour pouvoir se positionner sur le marché. Oui, tu as en fait les algorithmes notamment des réseaux sociaux qui, malheureusement pour les annonceurs, vont de plus en plus pousser le contenu publicitaire et vont de moins en moins laisser de place au contenu organique. Et sur Google, tu as aussi de plus en plus de place qui est prise par les annonces payantes et de moins en moins par le résultat organique. Donc si tu veux, aujourd'hui, un annonceur, une entreprise qui veut uniquement se cantonner aux résultats organiques, que ce soit en search ou en réseaux sociaux, il aura potentiellement du trafic et un peu de visibilité, mais s'il a une forte concurrence ou alors si il est sur un marché assez mass market, ça va être compliqué pour lui d'émerger et d'avoir beaucoup de trafic. Donc du coup, aujourd'hui, c'est très rare les entreprises qui ne font que de l'organique et qui ne font pas du tout d'acquisition payante. D'accord, donc à la fois cette compétition avec un grand nombre d'acteurs qui se démultiplient et des algorithmes qui deviennent de plus en plus complexes. Alors justement, comment DataCheck réussit à entretenir sa connaissance sur ces algorithmes qui sont non publics? Alors bien entendu, vous êtes partenaire souvent des GAFAM, donc je crois que vous êtes partenaire avec Google et Facebook. Voilà, donc déjà il faut savoir que mon associé et moi on est deux anciens de Google, donc ça a un petit peu aidé puisqu'on a bossé là-bas pendant 4 ans. Et après oui, DataCheck est partenaire de toutes les régies publicitaires, donc Google, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Microsoft, Amazon, etc. Donc on a un contact direct avec eux, on est reconnu comme faisant partie des quelques agences en France qui sont des partenaires privilégiés. Et donc ça nous donne accès à plein d'informations, notamment des nouveautés produits, comment fonctionne telle bêta par rapport à telle autre bêta. Est-ce que il y a une tendance qu'on voit apparaître pour les 6 prochains mois chez Google, chez Facebook. Et donc, ils nous donnent des conseils sur tout ça, sur la meilleure manière de piloter des campagnes
campagnes d'ajuster justement l'algorithme. Et donc voilà, ça c'est un accès qui pour nous est très cher, et donc on est en contact très régulièrement avec eux. J'ai une question bête. Il faut payer pour être partenaire de Google et Facebook? Non, il faut pas payer, mais en fait les critères sont quanti et quali. Donc en fait, ils regardent combien l'agence gère de budget média, et donc il faut que ce soit un volume assez important. Et aussi, ils regardent la manière dont les campagnes sont gérées. Donc si tu es une agence, que tu gères énormément de budget, mais que tu le fais mal, tu vas pas être partenaire de Google, de Facebook et compagnie. Il faut aussi que tu le fasses bien, et donc ils ont des critères de manière voilà, de gérer la campagne, et qui montrent que tu sais de quoi tu parles. Et donc du coup, ils regardent ces deux critères-là, mais on paye pas de frais d'entrée. D'accord. Donc le volume d'affaires que vous leur apportez, on comprend bien la logique qui est poursuivie. Néanmoins, ils vous mettent un petit peu, ils vous serrent un petit peu en vous imposant leur guideline. On comprend aussi que l'objectif, c'était d'éviter toutes les pratiques qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Il y en a encore, parce que les hackers, entre guillemets, dans le référencement, etc., sont plutôt toujours malins. Comment on réussit à néanmoins être innovant en dehors des guidelines que vous conseillent, que vous suggèrent les partenaires avec lesquels vous travaillez? Donc, clairement, tu dois suivre une base qui est un peu commune à pas mal d'agences. Il y a des méthodes, tu vois, qui ont fait leurs preuves, et là, toutes les agences vont un peu les utiliser. Et puis après, il y a dans la méthodologie quand même quelques petites variations que tu peux avoir dans la manière dont tu paramètres les campagnes. Il faut avoir en tête que sur Google ou sur Facebook, par exemple, tu as vraiment des milliers de paramètres et de possibilités de paramétrer ces campagnes. Donc, si tu veux, la base est ce qui fait sens à tout le monde. La majorité des agences l'utilisent, mais après tu peux avoir des variations dans dans la manière dont tu vas créer tes annonces, dans la manière dont tu vas choisir ton ciblage, dans la manière dont tu vas choisir ta stratégie d'enchère. Enfin, il y a vraiment pas mal de paramètres où là, c'est toi, agence, qui va prendre la décision de savoir ce que tu fais. Et donc c'est là où nous on peut se différencier, et on a des résultats qui sont assez probants avec nos clients. Alors justement, donc toutes les plateformes fournissent des outils à chacun d'entre nous. Il suffit de créer un compte et on accède aux outils de Google, Facebook, etc. pour positionner des publicités. Donc à la rigueur, on pourrait le faire tout seul. En quoi il est important aujourd'hui de travailler avec une agence, avec un accompagnateur? Quelle est la valeur au dehors de faciliter le boulot d'achat, etc. En tant que tel? Qu'est-ce qui vous apportez de plus et qui fait que vous faites de la création de valeur? Alors déjà, pour un annonceur aujourd'hui qui souhaite créer des campagnes publicitaires et en lancer, si tu veux, il y a un gain de temps si c'est une agence qui le fait, puisque ce temps-là, toi, tu n'auras pas à le faire, et c'est nous qui allons le faire pour toi. Donc déjà, clairement, il y a un gain de temps. Deuxièmement, il y a dans l'accompagnement, si tu veux, de par les accès dont on vient de parler auprès de Google, Facebook et compagnie, des informations que nous, on va pouvoir utiliser dans la manière dont on va créer et piloter les campagnes, et des informations auxquelles toi, tu n'as pas accès parce que tu n'es pas agence. Donc ça, si tu veux, c'est un énorme plus qu'on va pouvoir injecter dans les campagnes, et qui va, on l'espère, permettre d'avoir des meilleures performances. Et puis après, tu as un effet d'échelle, puisque aujourd'hui, nous, on gère un peu moins de 200 clients. Et donc, si tu veux, quand on voit qu'il y a une bonne pratique qui a eu lieu sur un client A, potentiellement sur un autre client B, on va pouvoir se dire que ça peut être intéressant et qu'on va pouvoir le tester aussi. Donc, si tu veux, il y a un effet d'échelle où, comme ça, on échange énormément entre nous, on échange autour des bonnes pratiques, etc. Et donc, ce qui va être bien fonctionné pour certains clients, on va pouvoir le réutiliser pour d'autres. Donc voilà, cette expérience-là, si tu es tout seul, tu travailles chez l'annonceur et tu es tout seul sur ton ordinateur, tu ne vas pas avoir le même niveau d'information. Comment vous travaillez avec vos clients? Comment s'enclenche le premier rendez-vous? Qu'est-ce que vous leur demandez au démarrage? Au-delà du brief, c'est une idée précise de leur stratégie, de leur budget, de ce qu'ils font par ailleurs, pour pouvoir justement essayer de leur proposer une stratégie qui soit en phase. La première chose qu'on regarde, c'est quand même le business en lui-même. Donc on va regarder le site internet, est-ce qu'il est optimisé sur mobile, sur desktop, le panier moyen, les produits, le parcours de conversion. On va regarder vraiment le business en lui-même, sans forcément parler de la partie publicitaire, parce que même si tu as des campagnes qui sont excellentes, et que tu as un business à côté qui fonctionne pas vraiment parce que tes produits sont trop chers ou parce que tu n'as pas de valeur ajoutée, tu n'arriveras pas à vendre énormément sur internet. Donc on regarde d'abord le business.
business. Et après, on regarde la partie publicitaire. Donc, il y a deux cas. Soit l'annonceur a déjà des campagnes et à ce moment-là, on peut faire un audit gratuit de ces campagnes et on peut identifier une marge de progression. Donc ça, c'est un cas, on va dire, le plus simple puisqu'on part avec une base et on peut voir là où on peut aller. Et dans l'autre cas, où l'annonceur n'a jamais fait de campagne, à ce moment-là, c'est à nous de lui proposer une stratégie from scratch. Donc en fait, on va lui proposer tout un plan d'action à partir de son business, de ses objectifs et de son budget. Évidemment, c'est aussi à prendre en compte. Et donc, on lui propose toute une stratégie en lui disant, voilà, on va créer ce type de campagne-là pendant 3 mois, puis ensuite on va lancer ça, puis ensuite on va lancer ça. Et donc du coup, on lui propose vraiment une vision sur le long terme, puisqu'il faut avoir en tête que ces campagnes-là, c'est pas du one-shot en général, donc ça se fait sur le long terme, donc on peut les accompagner vraiment sur le long terme dans les deux cas. C'est un mode de fonctionnement qui est imposé par le mode de rémunération à la performance. Qu'est-ce qui impose cela? C'est vous pour gérer la satisfaction client, ou est-ce que justement c'est parce que vous êtes rémunéré en partie sur les performances des campagnes que vous vous imposez de vérifier l'ensemble de la chaîne? En fait, on va pas. Nous, notre objectif, c'est que les campagnes soient les plus rentables possibles. Et donc, pour que les campagnes soient les plus rentables possibles, il faut que la stratégie qu'on implémente soit la plus judicieuse. Et donc, ça nécessite une prise d'information maximale du business, de ce qu'ils font aujourd'hui en marketing, de la tendance du marché. Enfin, on prend vraiment beaucoup d'indicateurs. Et donc, si tu veux, pour mettre toutes les chances de notre côté, on doit aller chercher toutes ces informations-là. Donc après, non, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de process prédéfini qui nous est imposé, mais c'est juste du bon sens qui fait que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on aille chercher le maximum d'informations auprès d'eux. Donc voilà, et pour l'instant, c'est ce qui semble fonctionner auprès des clients qu'on accompagne. Ça, c'est intégré dans votre avant-vente, ou c'est une prestation que vous intégrez dans votre offre? Non, c'est quelque chose qu'on fait pour tous les clients et même des prospects avec qui on ne va pas forcément travailler. On leur propose une stratégie souvent et on leur fait un audit gratuit. Donc, ce qui fait que des fois, il y a des entreprises avec qui on échange, avec qui on propose une stratégie et avec qui on fait un audit. Et finalement, on ne travaille pas avec eux pour une raison ou pour une autre. Mais mine de rien, voilà, c'est quelque chose qu'on fait avec toutes les entreprises parce qu'on considère qu'en fait, on ne va pas être en mesure de pouvoir démontrer notre valeur ajoutée si jamais on ne propose pas cette stratégie ou cet audit. Donc, c'est compliqué si toi, demain, tu veux faire des campagnes et qu'une agence te dit « Ah non, il faut payer si tu veux qu'on te montre ce qu'on va pouvoir te proposer sur 1 an ou sur 6 mois. » C'est quand même mieux si on te le propose gratuitement. Toi, tu peux un peu voir la manière dont l'agence peut t'accompagner. Et derrière, tu dis si tu veux finalement travailler avec elle ou pas. Donc, on pense que c'est plus intelligent dans ce sens-là. Alors tu disais tout à l'heure que les algos évoluent, que justement quand vous identifiez une bonne pratique, à un moment donné vous réussissiez à la décliner pour d'autres clients. Quels sont les grands changements? On va prendre Google, Facebook et peut-être un réseau social après que je te laisserai choisir. Quels sont les grands changements qui ont eu lieu en 2021 ou qui vont avoir lieu en 2022? Commençons par Google. Alors, les gros changements qui ont eu lieu, il y a eu un gros changement en termes de tracking. Donc, le tracking, c'est la manière dont on peut suivre et mesurer la performance des campagnes sur ces différents réseaux, ces plateformes. Et donc, il se trouve qu'il y a eu pas mal de régulations de part et d'autre, notamment par Apple qui a sorti son nouvelle iOS et donc du coup qui empêche de plus en plus la mesure complète du début à la fin du parcours de conversion. Il y a une guerre des GAFAM. Hein. Clairement, en ce moment, clairement. Et donc du coup, ça a un peu changé la donne, mais aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent et qui nous permettent de pouvoir mesurer convenablement les performances. Ça, c'est une première grosse tendance, on va dire, en 2021. Tu as un autre gros changement qui est l'émergence de nouveaux réseaux. Donc, tu en as parlé. Moi, celui que je choisirais clairement, c'est TikTok, qu'on a vu émerger là pendant le Covid. C'est le réseau social que tout le monde a utilisé pendant le Covid. C'est le réseau social des jeunes. Hein. Je te pose la question parce qu'on a toujours l'impression que TikTok, qui n'est pas un réseau social nouveau, qui existe déjà depuis quelques années, qui aujourd'hui est sur TikTok? Ça l'était au tout début. Au tout début, ça avait l'audience de TikTok était très similaire à celle de Snapchat d'ailleurs. Donc on va dire 15-20 ans, 15-21 ans que ça ressemblait à ça. Et en fait, le confinement a étendu l'audience et maintenant, il y a tous les âges à peu près sur TikTok. Alors, je n'irai pas dire jusqu'à des gens de 55-60 ans parce que ce n'est pas la majorité, même s'il y en a. Mais aujourd'hui, l'audience de TikTok, elle s'est vraiment élargie. Et donc, toutes les marques, quelle que soit leur cible,
aujourd'hui peuvent être intéressés par faire des pubs sur TikTok. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on a vu. On a vu des retailers qui vendent des chaussures, je sais pas, des meubles de déco, etc. nous solliciter pour faire des campagnes sur TikTok. Alors qu'auparavant, au tout début, c'est vrai qu'il y avait que des marques qui avaient une cible très jeune qui allaient sur TikTok. Donc clairement, c'est le réseau social qui a émergé. Et il y a 2 semaines est sortie une stat qui a dit que dans le monde, il y a plus de trafic sur TikTok que sur Google. Donc en fait, le trafic allant vers TikTok a dépassé celui sur Google. Donc c'est quand même pas rien. Alors Google, Facebook, on voit à peu près à quoi ressemble une publicité sur ces réseaux. Sur TikTok, ça prend quelle forme? Alors en fait, tu vas avoir, ça prend la forme d'une vidéo et donc tu vas avoir entre le contenu organique que tu vas visionner sur TikTok, une publicité au milieu. Et donc le but évidemment, c'est que cette publicité te soit adressée de façon la plus... Donc là, on est dans un format vertical, un format etc. vertical, vidéo, qui est vraiment in-app, donc adapté à l'instant où toi, tu es en train de consommer du contenu. Et le but pour les marques, ce qu'elles essayent le plus, c'est de créer des publicités qui soient quasiment semblable à du contenu organique. Comme ça, quand toi, tu consultes ton contenu TikTok, tu te rends limite pas compte que c'est une publicité. Donc là, on fait appel à qui? On fait appel à des TikTokers, entre guillemets, professionnalisés ou à des agences de com? Tu as des agences vidéo qui sont spécialisées là-dessus. Il y en a une d'ailleurs avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle Sparkle, qui est donc spécialisée sur TikTok. Et donc, eux vont pouvoir t'aider à créer du contenu sur TikTok ou alors choisir potentiellement des influenceurs en effet sur TikTok pour faire la publicité la plus intelligente possible. Et donc une fois que ce contenu est prêt, c'est là où on intervient et on va pouvoir de notre côté choisir le ciblage, le bon ciblage, le bon format d'annonce, etc. Et donc on va choisir créer et piloter la campagne une fois que le contenu a été fait. Il y a une différence de coût entre choisir de bonnes accroches bien raccourcies qu'on met sur Google et faire une vidéo sur TikTok. Ça coûte combien aujourd'hui une campagne sur TikTok hors achat d'espace, juste sur la partie concept, créa La partie créa, alors honnêtement, nous, c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on produit pas de contenu vidéo, mais clairement, tu as une barrière à l'entrée que tu n'as pas sur Google puisque tu es obligé d'arriver avec du contenu vidéo et donc du coup, oui, ça a un certain coût, c'est plusieurs milliers d'euros, j'ai pas de chiffre précis, mais c'est sûr que ce montant-là, c'est un montant que tu n'auras pas à mettre dans Google, puisque dans Google, c'est des annonces textuelles, donc si tu veux, tu peux le faire comme ça avec ton ordinateur. Donc, c'est très, très différent, mais c'est aussi très puissant en tant que tel. Voilà, en termes de donc message. Google, changement, donc tu as expliqué tout à l'heure sur le tracking. Facebook, quel est le gros changement sur 2022 Il y a eu un petit lapsus sur, disons, 2021-2022. C'est une tendance de fond. Alors, donc le tracking dont on a parlé, c'est vrai que c'est un sujet qui couvre aussi bien Google que Facebook, donc ça concerne aussi Facebook. Une autre tendance qu'on voit beaucoup sur Facebook, c'est la manière dont les campagnes sont pilotées. Là où il y a quelques années, Facebook et toutes les agences préconisaient d'avoir des campagnes qui soient très granulaires, très fragmentées, donc en fait avec une campagne pour cibler tel type de ciblage, une campagne pour cibler tel autre type de personnes, etc. Aujourd'hui, on est sur une tendance où les campagnes doivent être de plus en plus condensées parce qu'on va faire de plus en plus confiance à l'algorithme et que du coup, si on mélange les données entre elles, l'algorithme va nous aider à optimiser les campagnes et à faire en sorte qu'elles soient les plus performantes possibles. Donc, on est passé d'une manière de piloter les campagnes sur Facebook de façon très granulaire, très pointilleuse, à une façon de les piloter de façon beaucoup plus large et beaucoup plus condensée et on se fait davantage aider par l'algorithme. Donc ça, c'est vraiment une mutation qu'on a vue dans la manière de piloter les campagnes. Alors, lorsqu'on fait une recherche sur Google, c'est pour avoir des informations sur le produit. Lorsqu'on fait une recherche sur Amazon, c'est pour acheter. Est-ce que passer sa publicité justement sur Amazon, du coup, est encore plus efficace que Google ? Si vous êtes quand on est un retailer, ouais. Si tu es un retailer et qu'en effet, alors il faut avoir la capacité de vendre sur Amazon, donc ils ont des partenariats pour que tu puisses vendre sur Amazon. Mais en effet, si ton produit est éligible à être vendu sur Amazon et que tu es un retailer, pour moi, il faut faire des pubs sur Amazon puisque aujourd'hui, c'est un point d'entrée pour beaucoup de personnes qui veulent effectuer un achat sur Internet et ils vont plus sur Google pour taper acheter, je sais pas, casserole par exemple, je prends cet exemple, mais ils vont aller directement sur Amazon et ils vont taper casserole sur Amazon. Donc si tu veux, ça aussi c'est une mutation qu'on a vue sur la durée où il y a 5-6 ans, Google avait une hégémonie en termes de requêtes et tous les gens qui voulaient faire une recherche, quelle qu'elle soit, pour de l'achat ou autre,
allez sur Google. Et puis clairement, maintenant, les gens vont de plus en plus sur Amazon. Et quand j'étais chez Google, je me souviens très bien, tout le monde disait que le premier concurrent de Google, c'était pas Facebook ou d'autres plateformes sociales, mais c'était Amazon, puisqu'ils allaient prendre des parts de voix en termes de requêtes à Google. Alors bien entendu, là on a cité les GAFAM, hein, mais les grandes marketplaces françaises, etc., développent leurs propres services de publicité. Je pense notamment à Cdiscount, etc. Vous travaillez aussi en partenariat Ouais. avec ces plateformes? Ouais, alors on a des annonceurs qui font des campagnes sur Cdiscount par exemple et on les accompagne. C'est vrai qu'on va pas se mentir, aujourd'hui le marché de la publicité en ligne, il est drivé par Google et Facebook. Donc en fait, un annonceur aujourd'hui qui se lance, il va d'abord penser à faire des campagnes sur Google et sur Facebook, avant potentiellement d'aller penser à faire des campagnes sur Cdiscount. Alors que Cdiscount a un volume d'audience C'est vrai. qui est très important C'est vrai. sur les Français, etc., etc. Et du coup, j'imagine que la publicité est moins chère, hein, La publicité est moins chère par définition, comme c'est un système d'enchères, moins il y a de concurrence et moins la publicité est chère. Donc clairement sur Cdiscount, tu auras des publicités moins chères que tu peux l'avoir sur Google ou sur Facebook si on peut comparer ces plateformes-là. Mais après clairement, voilà, moi ce que je recommande c'est quand tu es un annonceur qui a exploité le maximum de Google, de Facebook, de tous ces réseaux, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a plein d'autres plateformes en effet. On peut faire des campagnes sur Cdiscount, on peut faire des campagnes sur Le Bon Coin, on peut faire des campagnes sur Tids, qui est aussi un acteur français, alors dans un tout autre format, mais en tout pareil, cas, avec voilà. la diffusion de vidéos, hein, Voilà, exactement. Et sur des médias premium, eux, ils ont un positionnement qui est aussi de diffuser les publicités des annonceurs sur des médias premium et dans des zones qui sont visibles. Ça existe toujours, ce problème de visibilité de la publicité? Clairement, surtout pour Google qui a donc ce qu'on appelle le réseau de display, donc le réseau de tous les sites, enfin une majorité de sites internet dans le monde qui vont mettre à disposition certains encarts sur leur site. Et donc du coup, oui, vous, annonceurs, vous pouvez faire de la publicité en display sur tel site, mais si elle se retrouve toute en bas de page, elle ne sera pas vue et donc du coup, c'est pas forcément intéressant pour vous. Donc je sais que Tids, justement, apporte des formats intéressants là-dessus. Mais voilà, comme tu l'as dit, en fait, l'idée, c'est de ne pas se cantonner aux 2-3 réseaux qu'on a en tête, Google, Facebook, voilà, YouTube par exemple, mais c'est de penser à d'autres réseaux qui peuvent être tout aussi intéressants. Cdiscount, Le Bon Coin, Tids, il y en a d'autres. Alors, tu disais tout à l'heure travailler avec 200 marques. Tu peux donner un exemple de stratégie que tu considères un petit peu comme réussie Ouais. avec l'un de tes clients? Ouais. On a par exemple travaillé avec Conto, donc la banque, et on les a accompagnés. Donc, banque en ligne, Banque en destinée ligne. aux professionnels. Voilà, exactement. On les a accompagnés sur Facebook et sur Google. Et donc, notre travail, il a été de les accompagner dans l'export dans d'autres pays, donc en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Là, le travail il a été double. Il a été déjà d'optimiser ce qui a été fait sur la France, puisque on s'inspire énormément de ce qui est fait dans un pays local pour ensuite l'exporter dans les autres pays. Donc déjà, c'est de faire en sorte qu'en France, la stratégie qu'on ait soit hyper optimisée. Et une fois qu'on est bon là-dessus, à ce moment-là, il faut qu'on réfléchisse aux spécificités marché, puisque le but n'est pas simplement de copier-coller ce qui a été fait en France, donc aux spécificités de marché, tout en utilisant un petit peu ce qui a été fait en France. Donc voilà, en bonne intelligence, on prend le juste milieu entre les spécificités du marché et ce qui a été fait en France, et on lance les campagnes dans ces nouveaux pays. Et donc il y a tout un jeu, si tu veux, de comment on lance les premières campagnes, puis derrière de comment on les scale, donc on les fait grandir pour que demain, le pays, par exemple en Allemagne ou en Italie, soit aussi gros que la France. Et aujourd'hui, Conto est présent dans tous ces pays-là, et on a des campagnes qui tournent avec des budgets qui sont assez énormes, enfin en tout cas quasiment aussi énormes que la France. Donc on peut considérer que c'est un pari qui a été réussi, puisque eux ont réussi à pénétrer un marché pas que grâce à ça évidemment, mais en partie grâce aux campagnes publicitaires qu'on a lancées. Et donc voilà, c'est tout ce travail-là d'analyse, de préparation, puis derrière de lancement, d'optimisation dans ces nouveaux pays qui est un gros challenge et qu'on a réussi à faire avec Conto. Qu'est-ce que vous conseillez de ne pas faire à vos clients ou qu'on vous demande de faire et vous dites non, là, c'est la fausse bonne idée? La fausse bonne idée, il y en a plusieurs. Déjà, je dirais de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, de se cantonner à un levier et de mettre tout son budget que sur Google, par exemple, ou que sur Facebook. Souvent, dans quasiment tous les Même business. quand on a juste 10 000 euros d'investissement. Alors, 10 000 euros, c'est pas rien, on va dire, mais non, même 10 000 euros, tu peux très bien le splitter entre différents leviers, faire des tests, ça c'est très important de faire des tests. Donc du coup, moi je recommande pas de mettre tous ses œufs dans le même panier et de se cantonner à un seul levier.
En tout cas, pas au début. Après, si tu en as testé 3 ou 4 et qu'il y en a qu'un qui fonctionne, pourquoi pas réduire le split. Mais en tout cas, il faut tester, absolument tester. Ça, on va dire que c'est le premier point. Et puis après, un autre point, c'est alors à l'inverse, augmenter le budget trop rapidement. En fait, souvent, les annonceurs vont avoir une tendance à se dire que si ça fonctionne, voilà, si pour 1 euro acheté sur Facebook, j'en ai eu 2, si j'en achète 10, j'en aurai 20. Ça ne fonctionne pas souvent comme ça. Et donc, des fois, il y a des budgets il y a des annonceurs qui augmentent le budget trop rapidement et qui se brûlent les ailes et qui après... Ça tient à quoi comment on explique ce phénomène? En fait, tu as l'algorithme qui va apprendre de façon très progressive. Donc, si tu veux, il ne faut pas le brusquer, entre guillemets, et tu peux pas, si tu augmentes le budget comme ça d'un coup, tu multiplies le budget par 2, par 3, par 4, potentiellement l'algorithme ne va pas suivre et donc derrière les performances ne vont pas être proportionnelles à ce que tu avais initialement. Donc c'est beaucoup plus sain et on va dire une sécurité d'y aller progressivement et d'augmenter petit à petit, de voir si les performances suivent plutôt que d'y aller comme ça hyper fort et de multiplier par 3 ou par 4. Et donc souvent on a des annonceurs qu'on doit calmer un petit peu qui nous disent là c'est hyper rentable, on accélère, multiplie par 5 et on lui dit non, doucement, on va commencer comme ça, on verra dans 2 semaines et puis après on en reparlera. Côté coulisses, DataCheck s'est installé sur l'échiquier de la French Tech en mode bootstrap. Vous n'avez aucun financement externe. Non. Vous êtes développé sur votre chiffre d'affaires. Tu peux nous raconter un petit peu l'origine? Tu le disais tout à l'heure, vous êtes 2 anciens de Google, mais comment vous avez démarré? Donc on a passé en effet 4 ans chez Google, mon associé et moi, on s'est rencontrés là-bas et puis on a vu qu'il y avait un besoin chez les annonceurs d'être un peu mieux accompagnés, qu'il y avait un marché des agences qui était très disparate, avec des agences très bonnes et d'autres qui étaient beaucoup moins bonnes, et la majorité malheureusement des agences ne savent pas trop ce qu'elles font. Et donc si tu veux, on s'est lancé en disant qu'on allait apporter quelque chose de nouveau. Et donc voilà, après 4 ans chez Google, on a lancé DataCheck en mi-2019. Dès le début, ça a bien pris puisqu'on avait déjà cette crédibilité d'avoir été chez Google. Mon associé, avant d'entrer chez Google... Comment vous avez closé le premier deal? C'était des entreprises avec qui on travaillait chez Google qui ont vu qu'on partait et qu'on allait créer notre agence et qui ont du coup nous ont suivis là-dedans et donc nous ont fait confiance chez Google et se sont dit je vais aussi les faire confiance parce qu'ils lancent leur agence. Et mon associé, lui, travaillait dans une agence qui était spécialisée sur Facebook Ads avant d'entrer chez Google. Donc, si tu veux, quand on s'est lancé, on avait cette double casquette Google-Facebook. Donc, en termes de crédibilité, ça a bien marché dès le début. Et puis après, il y a eu un effet boule de neige où on a eu de plus en plus de clients qui nous ont fait confiance. Les résultats étaient là. On a pu prouver que nos méthodes fonctionnaient. On a eu un peu de visibilité dans des articles de presse, notamment chez French Web. Donc voilà, ça nous a beaucoup aidé. Et voilà, il y a eu un effet boule de neige. Les clients ont parlé entre eux. Et puis aujourd'hui, on est une équipe d'un peu plus de 30 personnes. Donc on est très content. Voilà, donc c'est une entreprise qui a une forte croissance. Justement, vous progressez c'est quoi votre rythme de progression? Alors au début, on a mis quelques mois à recruter puisque voilà, le temps que les process se mettent en place, etc., c'est quelque chose qui a pris un peu de temps. Mais clairement, on a doublé les effectifs en 1 an. Donc là, on est un peu plus de 30 personnes. Je pense qu'on sera normalement entre 50 et 60 fin 2022. En termes de nombre de clients, c'est assez aussi croissant. On était à peu près moins de 150 l'année dernière. Là, on est déjà à 200. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a une tendance où on a beaucoup de demandes. On a des entreprises qui nous contactent tous les jours. Donc nous, derrière, on doit recruter au maximum pour suivre cette demande-là. Mais c'est facile justement de structurer sa stratégie par rapport à tous les appels entrants, parce que si demain vous avez des charcutiers qui viennent vous voir à côté de grandes marques, il n'y a pas de jugement de valeur mais on voit bien les changements de budget aussi, les différences de budget que ça peut entraîner. Comment vous, derrière, vous réussissez à structurer votre stratégie par rapport à ce flux entrant? On va regarder vraiment le potentiel de la marque, de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément. On a accompagné des marques qui ont démarré avec pas grand-chose et qu'on a réussi à amener très loin parce que on avait senti qu'il y avait un potentiel. Le business était hyper intéressant, le site était hyper bien fait, etc. Donc, on va vraiment regarder le potentiel. Maintenant, c'est certain qu'on peut pas forcément travailler avec. On peut pas accueillir 100 entreprises par jour. Donc, on a quand même besoin parfois de filtrer. Mais on regarde vraiment le potentiel, la motivation de l'annonceur à travailler avec nous.
nous l'état actuel de son site, de ses campagnes marketing. Et voilà, on essaie de jauger comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à une demande qui parfois nous oblige à devoir filtrer un petit peu et à devoir choisir les entreprises avec qui on travaille. C'est facile de développer son entreprise en autofinancement quand on est dans l'ère des levées de fonds par dizaines de millions et du coup, notamment dans le recrutement. Vous réussissez à justement être sexy pour les jeunes qui veulent vous rejoindre. Les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Oui, jeunes ou moins jeunes. Je pense clairement qu'il y a un biais qui est qu'aujourd'hui, les levées de fonds, ça devient un argument marketing. Au-delà de ce que ça apporte d'un point de vue financier. Et donc, du coup, les recrues, même ça peut être les clients, les partenaires, etc., s'ils voient que tu as fait une levée de fonds, ils sont un peu plus intéressés par toi. Alors qu'en réalité, c'est mon point de vue personnel, nous, on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds. A priori, on n'a pas besoin d'en faire dans le futur. Donc, si tu veux, pour moi, c'est d'autant plus méritant d'avoir réussi, d'avoir monté une boîte comme ça avec 30 personnes sans levée de fonds que de devoir passer par une levée de fonds. D'accord, mais comment on réussit à convaincre justement des talents à venir vous rejoindre? Parce que du coup, on le sait, hein, les boîtes qui sont très bien financées, il y a une envolée des salaires qui est en train de se produire. Comment vous réussissez à vous positionner? On essaie d'accompagner sur toutes ces recrues-là, sur tous les aspects de leur métier. Donc ça peut être sur le salaire, on essaie de faire évidemment le maximum d'efforts qu'on peut. Sur le quotidien, ce qu'on appelle le well-being, donc on essaie de nous calquer énormément sur ce qu'on a vu chez Google, donc tu vois en termes d'horaire, en termes de télétravail bien évidemment. Vous avez arrêté les barres chocolatées? Alors les barres chocolatées, on a pas mal de barres chocolatées, l'équipe pourra te le témoigner. Mais non, voilà, tout ce genre de choses-là qu'on va retrouver chez Google, qui facilitent le quotidien, qui peuvent être des détails pour certains, mais pas pour d'autres. On fait en sorte que tout le monde se sente bien au travail. Donc c'est plein de petits détails à droite à gauche et un état d'esprit de famille quasiment qu'on a en interne qui fait que voilà, les candidats qui viennent nous voir nous disent souvent j'ai beaucoup aimé la bienveillance que j'ai vue durant les entretiens et donc du coup ça nous permet de pouvoir compenser le manque de levée de fonds qu'on n'a pas par rapport à d'autres startups. Donc tu le disais, progression importante l'année prochaine. Comment vous voyez dans 5 ans? Alors déjà, on a un gros sujet l'année prochaine, enfin cette année-là, de l'année 2022 pardon, qui est l'ouverture d'un bureau à l'étranger. Donc on sait qu'il y a un gros potentiel, notamment en Europe, et donc on a envie de lancer DataShake sur d'autres marchés. Donc c'est important d'être localement près de ses clients? C'est important pour beaucoup de clients, oui, parce qu'ils ont un besoin déjà souvent de voir physiquement. Donc le Covid parfois nous empêche de le faire, mais il y a beaucoup de clients qui ont un besoin de te voir physiquement pour échanger. Et deuxièmement, il y a des spécificités du marché que toi, Français, enfin nous, Français, on ne connaît pas forcément. Et donc du coup, un Espagnol sera toujours plus à même de pouvoir conseiller un annonceur espagnol qu'un Français. Donc c'est quand même important, oui, d'avoir une présence physique, même si en effet, notre travail se fait beaucoup en ligne et sur nos ordinateurs, donc voilà, il y a une partie du job qui se fait beaucoup à distance, mais c'est bien d'avoir une présence physique. D'accord, donc premier pays choisi, c'est? On est en train d'y réfléchir, mais ce sera dans un pays européen. Pays européen, voilà. Donc ça on le saura en courant 2022. Voilà, exactement, courant 2022. Donc ça c'est le premier sujet, puis après on a des ambitions de développer un peu notre activité, donc pourquoi pas développer d'autres branches de métiers. On pense notamment à ouvrir une branche du SEO. Donc aujourd'hui on ne fait que de la publicité payante, on est beaucoup sollicité sur du référencement organique, quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ça peut être un pilier de demain. On a déjà... Ça c'est pour éviter justement que les annonceurs changent parce qu'ils ont l'habitude de concentrer un petit peu leur budget au même endroit. Les annonceurs vont souvent voir le spécialiste dans chacun de leur secteur, donc ils vont souvent voir le spécialiste en SEO, leur spécialiste en SEA ou en SMA. Donc c'est pas forcément pour ça, mais c'est juste que ils voient que ça se passe bien avec nous, ils voient qu'ils sont bien accompagnés sur la partie publicitaire et donc ils ont des besoins en SEO et c'est vrai que ça peut les arranger s'ils ont une bonne expérience avec DataShake sur la partie payante, que ce soit aussi DataShake qui gère la partie organique. Donc ça c'est un projet en réflexion qu'on a. Mais après voilà, on a des ambitions. Si on arrive à ouvrir un bureau à l'étranger cette année, pourquoi pas en ouvrir plusieurs demain et après-demain. Donc voilà, le champ des possibles est large. Et très large, extension de périmètre, évolution des métiers. Voilà.
Merci beaucoup Merci à Rémi toi. Bendayan, donc le CEO et cofondateur de DataCheck. On vous souhaite à tous une très belle année. Merci à toi aussi.